Salut les amis, imaginez, un instant, que vous êtes aux commandes du vaisseau spatial le plus avancé jamais conçu, glissant silencieusement à travers le noir parfait et absolu de l'espace profond. Il n'y a pas d'étoiles à proximité, seulement l'éclat froid et distant de galaxies entières, chacune étant un tourniquet de 100 milliards de soleils. Vous décidez d'appuyer sur l'accélérateur, accélérant de plus en plus vite. Vos instruments grimpent, 80% de la vitesse de la lumière, 90%, 99%. Une transformation étrange et belle commence à déformer l'univers autour de vous. Devant, le cosmos se compresse en un point éblouissant et hyper focalisé de lumière bleu-blanc brillante, un phénomène que les physiciens appellent l'effet de projecteur. Derrière vous, l'univers s'étire en une traînée rouge terne et mélancolique. Ces ondes lumineuses étirées et fatiguées, luttant pour suivre le rythme. Des objets qui étaient autrefois familiers, des nébuleuses et galaxies lointaines, semblent se tordre et tourner de manières impossibles, une illusion optique causée par le tissu même de l'espace-temps se pliant à votre volonté. Votre vaisseau a plus de puissance. Vous décidez de tenter le coup, de finalement briser la limite de vitesse cosmique ultime. Mais alors que vous engagez le moteur final, une vibration profonde et résonnante s'empare du vaisseau. Ce n'est pas le vaisseau qui tremble, c'est vous. Un poids écrasant descend sur chacun de vos atomes. Vous vous sentez lourd, impossiblement, infiniment lourd, comme si vous essayiez de soulever l'univers entier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait de cette vitesse spécifique, 299 792 458 mètres par seconde, la loi absolue et inviolable de l'univers? Ce n'est pas juste un ticket d'excès de vitesse cosmique émis par une force de police céleste. La vraie raison est bien plus étrange, plus profonde, et si profondément tissée dans la tapisserie de la réalité qu'elle redéfinit fondamentalement l'espace, le temps et le sens même de l'existence. Pour la grande majorité de l'histoire humaine, notre compréhension de la vitesse était profondément simple. C'était un monde gouverné par les lois magnifiquement logiques et élégantes de Sir Isaac Newton. Son travail au XVIIe siècle, les Principia Mathematica, peignait l'image d'un univers d'horlogerie. Une grande machine prévisible fonctionnant selon une poignée de principes universels. Le temps, dans ce modèle majestueux, était une rivière absolue, coulant exactement au même rythme pour tous, partout dans le cosmos. Newton lui-même l'appelait « temps absolu », vrai et mathématique. L'espace était un concept également absolu, une scène fixe, inflexible, tridimensionnelle sur laquelle le grand drame de la mécanique céleste se jouait. Imaginez ce scénario familier. Vous êtes dans un train à grande vitesse, glissant doucement à travers le paysage à une vitesse constante de 100 km/h. À l'intérieur de votre wagon, le monde semble complètement normal. Vous pouvez verser un café sans qu'il déborde, lancer une balle droit en l'air et la rattraper. Maintenant, vous décidez de vous lever et de marcher vers l'avant du train à une allure tranquille de 5 km/h. Pour un observateur debout sur un quai de gare, regardant votre train filer, votre vitesse semble être une simple question d'addition. Il perçoit la vitesse du train de 100 km/h, plus votre vitesse de marche de 5 km/h, pour un total combiné de 105 km/h. James Clerk Maxwell ne cherchait pas à déclencher une révolution en physique. Son ambition était d'unifier les forces disparates de l'électricité et du magnétisme. Il décrivit cette force en utilisant un ensemble de 4 équations fameusement belles et puissantes. Ces équations révélaient une danse cosmique. Un champ électrique changeant génère un champ magnétique, et un champ magnétique changeant, à son tour, génère un champ électrique. Cette interaction perpétuelle crée une onde auto-entretenue, une ondulation électromagnétique. Puis, Maxwell fit quelque chose de vraiment incroyable. Il utilisa ces nouvelles équations pour calculer la vitesse de cette onde électromagnétique théorique. Quand il fit les calculs, les équations crachèrent une valeur spécifique, approximativement 300 000 km par seconde. C'était, avec une précision étonnante et indéniable, la même que la vitesse mesurée de la lumière. Mais cette brillante découverte créa un puzzle profond et profondément troublant. Selon les équations de Maxwell, la vitesse de la lumière était une constante fondamentale de l'univers lui-même.
L'idée la plus populaire était celle d'une substance invisible et intangible qui remplissait tout l'espace, appelée l'éther luminifère. La lumière, raisonnait-il, devait être une onde voyageant à travers cet éther. La fameuse expérience de Michelson-Morley de 1887 fut ingénieusement conçue pour détecter le mouvement de la Terre à travers ce vent d'éther. Ils utilisèrent un dispositif appelé interféromètre pour diviser un faisceau de lumière, l'envoyer dans deux directions perpendiculaires, puis le recombiner. Ils trouvèrent absolument rien. Peu importe comment ils orientaient le dispositif, ou à quelle période de l'année ils essayaient, la vitesse de la lumière était toujours la même. Presque tout le monde était prêt à parier contre Newton. Tout le monde, c'est-à-dire, sauf un jeune employé inconnu d'un office des brevets travaillant à Berne, en Suisse. En 1905, Albert Einstein, 26 ans, publia un article au titre modeste sur l'électrodynamique des corps en mouvement. C'était un acte étonnant de pur courage intellectuel. Einstein commença avec deux postulats simples et élégants. Premièrement, il accepta le principe de relativité. Les lois de la physique doivent être les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme. Deuxièmement, il accepta la conséquence bizarre des équations de Maxwell. La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs. Il raisonna que si ces deux affirmations devaient être tenues comme sacrées et vraies, alors quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus fondamental, devait être flexible. Imaginez que vous êtes dans un train très rapide aux parois de verre, debout exactement au centre d'un long wagon, alors que votre train passe devant une personne nommée Alice, qui se tient sur un quai. Deux puissants éclairs frappent le train simultanément, un tout à l'avant et un tout à l'arrière. Du point de vue d'Alice sur le quai, elle se tient immobile au point médian. Puisque la lumière des deux impacts voyage la même distance jusqu'à ses yeux à la même vitesse, les deux éclairs de lumière l'atteignent exactement au même moment. Mais que voyez-vous depuis votre point de vue sur le train en mouvement? Vous êtes aussi au milieu du wagon, mais vous vous déplacez vers le point où l'éclair avant a frappé. En conséquence, la lumière de l'impact avant atteint vos yeux en premier, suivie un moment plus tard par la lumière de l'impact arrière. Vous concluez logiquement que l'avant du train a été frappé avant l'arrière. Alors, qui a raison? Alice, qui les a vus se produire en même temps, ou vous, qui les avez vus se produire à des moments différents? La réponse révolutionnaire d'Einstein était « Vous avez tous les deux raison ». Pour vraiment construire une intuition de pourquoi le temps lui-même doit ralentir pour un objet en mouvement, utilisons un autre des outils conceptuels favoris d'Einstein, une horloge à lumière. Maintenant, imaginez que vous tenez cette horloge en restant immobile. De votre perspective, le trajet du photon est simple. Il voyage droit vers le miroir du haut et droit vers le bas. Mais maintenant, mettons cette même horloge à lumière sur un vaisseau spatial très rapide et regardons-la passer à toute vitesse. De votre perspective au sol, l'horloge se déplace horizontalement. Le photon quitte le miroir du bas, mais parce que tout l'assemblage de l'horloge bouge, le miroir du haut s'est déplacé sur le côté. Voici la partie absolument critique de l'expérience de pensée. Nous devons tous les deux être d'accord sur la vitesse de ce photon. Sa vitesse est c. Mais de votre point de vue stationnaire, le photon sur l'horloge en mouvement a voyagé une distance beaucoup plus longue, diagonale. S'il a voyagé une distance plus longue à exactement la même vitesse, il doit logiquement avoir pris plus de temps. Ce n'est pas juste une théorie sauvage. En 1971, l'expérience Affeley-Keating fit voler des horloges atomiques hyper précises sur des avions de ligne commerciaux autour du monde. Quand elles revinrent, les horloges furent comparées à une horloge de référence à l'Observatoire naval américain. Exactement comme Einstein l'avait prédit, les horloges en mouvement étaient désynchronisées. Aujourd'hui, nous mesurons ces effets constamment. Les horloges atomiques, à bord des 31 satellites GPS actifs, orbitent la Terre à environ 14 000 km/h. Cette vitesse élevée fait que leurs horloges battent plus lentement que les horloges au sol d'environ 7 microsecondes chaque jour. Le résultat combiné est que les horloges des satellites GPS prennent de l'avance d'environ 38 microsecondes par jour. Si les ingénieurs ne corrigeaient pas constamment et précisément cet effet relativiste cumulatif,
votre navigation GPS deviendrait imprécise d'environ 11 km chaque jour. Cela mène à une façon magnifiquement élégante de voir le mouvement. Pensez à chaque objet dans l'univers comme ayant un budget de vitesse à travers les 4 dimensions de l'espace-temps. Quand vous êtes assis parfaitement immobile, vous ne bougez pas du tout dans l'espace. Par conséquent, vous dépensez tout votre budget de vitesse indivisé à vous déplacer dans la dimension du temps. Maintenant, vous vous levez et commencez à marcher. Vous venez juste d'allouer une fraction minuscule de votre budget de vitesse totale au mouvement dans l'espace. Montez à bord d'une fusée futuriste et accélérez à 87% de la vitesse de la lumière. Vous dépensez maintenant une énorme portion de votre budget sur le mouvement spatial. En conséquence directe, vous expérimentez le temps passant à seulement la moitié du taux de quelqu'un resté sur Terre. Un voyage de 10 ans pour vous verrait 20 ans passer pour ceux que vous avez laissés. À 98,5% de la vitesse de la lumière, vous expérimentez le temps à un dixième du taux. Un voyage de 10 ans pour vous signifierait qu'un siècle complet passe sur Terre. Alors, que se passe-t-il quand vous essayez de dépenser tout votre budget de vitesse à vous déplacer dans l'espace? Cela nous ramène directement à cette sensation terrifiante de devenir infiniment lourd. Nous pensons typiquement à cette équation dans une direction, qu'une petite quantité de masse peut être convertie en une quantité énorme d'énergie, comme cela arrive dans le cœur d'une étoile. Mais l'équation est une rue à double sens. L'énergie peut aussi se manifester comme masse. Et c'est la clé absolue pour comprendre la limite de vitesse cosmique. Imaginez que vous poussez un caddie à travers un vaste sol sans friction. Au début, c'est facile de le faire bouger. Mais alors que ce caddie commence à approcher la vitesse de la lumière, les énormes quantités d'énergie cinétique que vous continuez à y verser commencent à se comporter exactement comme une masse supplémentaire. La même poussée produit de moins en moins de changements de vitesse. Au grand collisionneur de Hadron, les protons sont accélérés à 99,9999991% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, leur masse relativiste est plus de 7000 fois supérieure à leur masse au repos. Alors que votre vitesse se rapproche infinitésimalement de c, les mathématiques montrent que son inertie, sa masse effective, approche l'infini. Cela signifie qu'accélérer tout objet ayant même un peu de masse à la vitesse de la lumière nécessiterait une quantité infinie d'énergie. Alors qu'en est-il de la lumière elle-même? Comment les photons, les particules de lumière, peuvent-ils voyager à cette vitesse même? La réponse est magnifiquement et profondément simple. Les photons ont une masse au repos de 0. Parce qu'ils sont fondamentalement sans masse, ils naissent à la vitesse de la lumière et ne peuvent jamais voyager qu'à la vitesse de la lumière. Ils n'ont pas d'autre option. Du propre point de vue d'un photon, tout son budget de vitesse est dépensé à se déplacer dans l'espace, ce qui signifie qu'il lui reste précisément 0 vitesse pour se déplacer dans le temps. Pour un photon, le temps ne passe pas. Le voyage d'une étoile à 1 milliard d'années-lumière jusqu'à votre globe oculaire est, de sa perspective, instantané. D'accord? Donc les lois de la physique, telles que nous les comprenons, disent que c'est impossible. Mais c'est là que la science-fiction et la physique théorique aiment demander « et si ?» Le problème central est un principe fondamental de notre univers appelé causalité. La causalité est la règle simple et fondamentale qu'une cause doit toujours venir avant son effet. Imaginez que vous construisez un vaisseau FTL et volez vers une colonie sur Proxima Centauri B, à 4 années-lumière, complétant le voyage en 1 heure. Au moment où vous partez, un ami nommé Bob vole près de la Terre dans la direction opposée à haute vitesse subluminique. À cause des effets relativistes extrêmes de son référentiel, Bob pourrait vous voir arriver à la colonie avant même que vous ayez quitté la Terre. C'est déjà étrange, mais le vrai paradoxe commence si vous envoyez immédiatement un message FTL en retour. De votre perspective, vous envoyez juste une note rapide. Mais pour Bob, ce message FTL voyage aussi vers le passé. Vous pourriez envoyer un message à votre moi passé. Ne montez pas sur le vaisseau, le moteur est défaillant. Mais qu'en est-il des échappatoires sci-fi? Des concepts comme le moteur de distorsion. Alcubierre propose un moyen de tricher. Cette idée spéculative n'implique pas de se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. Cependant,
La théorie nécessite actuellement de vastes quantités, de la taille d'une planète, de matière exotique, avec une masse énergie négative, quelque chose que nous n'avons jamais observé. De même, les trous de verre, ou ponts Einstein-Rosen, sont des tunnels théoriques à travers l'espace-temps qui pourraient connecter deux points distants. Mais même s'ils existent, les modèles actuels suggèrent qu'ils seraient incroyablement instables, s'effondrant instantanément, et les traversées pourraient encore créer des paradoxes violant la causalité. Même l'intrication quantique, l'action fantomatique à distance qui inquiétait Einstein, ne peut pas nous sauver. Bien que mesurer l'état d'une particule intriquée influence instantanément l'autre. Ce processus ne peut pas être utilisé pour transmettre de l'information plus vite que la lumière, un fait connu sous le nom de théorème de non-communication. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voyager plus vite que la lumière n'est pas une règle simple, c'est une cascade de conséquences d'un fait. La vitesse de la lumière est constante pour tous. La vitesse de la lumière n'est pas une barrière, c'est le gardien de la réalité, s'assurant que l'univers suit une histoire logique et cohérente. Cette limite existe non pas pour nous retenir, mais pour permettre un univers stable, de cause à effet, dans lequel nous pouvons exister et nous émerveiller. Si ce voyage au cœur de l'espace-temps a un peu tordu votre esprit, assurez-vous de vous abonner pour plus de plongées profondes dans les plus grandes questions de l'univers. Et avant de partir, n'oubliez pas de hype cette vidéo. Voyons jusqu'où nous pouvons porter l'excitation d'explorer la vitesse de la lumière. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous pouviez briser la barrière de la vitesse de la lumière sans créer de paradoxe, quel est le premier endroit dans l'univers que vous visiteriez? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.